Au XIIIe siècle, Venise était une république maritime florissante, dominant le commerce en Méditerranée. Les canaux de la ville étaient encombrés de navires apportant des épices, des soieries et des pierres précieuses d'Orient. C'est dans cette atmosphère d'effervescence et de curiosité que Marco Polo vit le jour en 1254. Sa famille, les Polo, était composée de marchands audacieux et respectés, connus pour leurs voyages lointains. Cependant, le jeune Marco grandit sans son père, Niccolo, et son oncle, Maffeo, partis en expédition avant sa naissance. Pendant de longues années, les deux frères Polo explorèrent les terres inconnues au-delà de Constantinople. Ils s'aventurèrent profondément en Asie, rencontrant des cultures que peu d'Européens avaient jamais vues. Leur périple les mena finalement jusqu'à la cour du grand Kublai Khan, l'empereur des Mongols. Le Khan, curieux et intelligent, fut fasciné par ces étrangers venus de l'Ouest et leur posa 1000 questions. Il leur confia une mission diplomatique d'une importance capitale. Retournez voir le pape pour demander des savants et de l'huile sainte. Les frères Polo acceptèrent et entamèrent le long voyage de retour vers Venise, impatients de retrouver leur foyer. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Venise en 1269, Marco était devenu un jeune homme de 15 ans, vif et instruit. Marco fut immédiatement captivé par les récits fantastiques de son père sur l'empire mongol. Il rêvait de voir de ses propres yeux les palais dorés et les vastes steppes décrites par Niccolo. 2 ans plus tard, en 1271, l'occasion se présenta enfin de repartir vers l'Orient. Cette fois, le jeune Marco accompagnerait son père et son oncle dans cette odyssée extraordinaire. Leur première escale fut la ville d'Aq, en Terre Sainte, un carrefour crucial entre l'Orient et l'Occident. Ils y rencontrèrent le légat du pape, espérant obtenir les lettres officielles pour le grand Khan Pen. Après avoir récupéré de l'huile de la lampe du Saint-Sépulcre à Jérusalem, ils se dirigèrent vers le nord. La traversée de l'Anatolie fut marquée par la rencontre avec des peuples turkmènes et leurs tapis magnifiques. Ils poursuivirent leur route vers la Grande Arménie, une terre de montagnes escarpées et de vallées profondes. Marco notait scrupuleusement tout ce qu'il voyait, développant son sens aigu de l'observation. Ils atteignirent ensuite la ville de Mossoul, célèbre pour ses tissus fins appelés mousseline. Le voyage les mena à travers la Perse, où ils découvrirent des villes splendides et des marchés opulents. Cependant, la route était aussi infestée de bandits et de dangers mortels à chaque tournant. Ils entendirent parler de la secte des assassins et de leur mystérieux chef, le vieux de la montagne. Marco fut fasciné par les légendes entourant ces guerriers fanatiques et leurs jardins paradisiaques artificiels. Arrivés à Ormuz, sur le golfe Persique, ils espéraient prendre un navire pour la Chine. Mais constatant la fragilité des bateaux locaux, cousus avec des cordes de fibres, ils changèrent d'avis. Ils décidèrent alors de poursuivre leur route par voie terrestre, affrontant les déserts et les sommets d'Asie centrale. La traversée de l'Iran actuel fut éprouvante, avec des chaleurs torrides et des pénuries d'eau. Ils arrivèrent ensuite dans la région du Badakhshan, réputée pour ses mines de rubis et de lapis-lazuli. C'est ici que Marco tomba malade et dut se reposer pendant près d'1 an dans l'air pur des montagnes. Une fois rétablis, ils reprirent l'ascension vers le toit du monde, les montagnes du Pamir. L'altitude était si élevée que le feu ne brûlait pas comme d'habitude et la cuisine devenait difficile. Ils virent des moutons sauvages aux cornes immenses, qui seraient plus tard nommés moutons de Marco Polo Ponti. Après avoir redescendu des hauts plateaux, ils atteignirent le désert du Taklamakan, un lieu redoutable. Les habitants disaient que ce désert était hanté par des esprits malins qui égaraient les voyageurs. Marco raconta avoir entendu des voix et des instruments de musique invisibles résonner dans les dunes. Il fallait rester groupé pour ne pas se perdre à jamais dans cette mer de sable. Après des semaines de marche, ils arrivèrent enfin dans les oasis de la route de la soie. Ils traversèrent des villes prospères comme Kashgar, où se croisaient des marchands de toutes nations. Le voyage se poursuivit vers l'est, entrant progressivement dans les territoires sous contrôle direct du grand Khan Panda. Ils furent émerveillés par l'organisation et la sécurité qui régnaient sur les routes impériales. Bientôt, ils approchèrent de Chamdou, la résidence d'été du Kublai Khan, connue sous le nom de Xanadu. Le palais était une merveille d'architecture, fait de marbre et de bois doré, démontable comme une tente. C'est là, en 1275, après plus de 3 ans de voyage, qu'ils rencontrèrent enfin l'empereur. Le Khan reconnut immédiatement ses anciens amis et accueillit chaleureusement le jeune Marco Pontet. Marco, doué pour les langues, apprit rapidement le mongol, le chinois et d'autres dialectes de l'Empire. Le Khan fut impressionné par l'intelligence et la vivacité d'esprit du jeune Vénitien.
il décida de faire de Marco l'un de ses émissaires, l'envoyant en mission dans les provinces lointaines. Marco voyagea ainsi à travers la Chine, découvrant des merveilles inconnues en Europe. Il vit l'utilisation du papier-monnaie, une invention incompréhensible pour les Européens habitués aux pièces métalliques. Il observa l'usage de pierres noires qui brûlaient comme du bois et maintenaient la chaleur longtemps. Le charbon ponctionnatien. Marco fut stupéfait par la taille immense des villes chinoises, bien plus grandes que Venise ou Paris, et il décrivit Hangzhou comme la plus belle et la plus noble ville du monde, avec ses milliers de ponts. Il nota la propreté des habitants, qui prenaient des bains quotidiens, une habitude rare en Occident. Le système postal de l'Empire était d'une efficacité redoutable, avec des relais tous les 40 km. Marco visita également les provinces du sud-ouest, voyant des éléphants et des crocodiles pour la première fois. Il se rendit en Birmanie et au Vietnam, étendant encore les limites de la connaissance géographique. Pendant 17 ans, les polos restèrent au service du Khan, accumulant richesse et honneur. Cependant, le Kublai Khan vieillissait et les polos craignaient pour leur sécurité après sa mort. Ils demandèrent à plusieurs reprises la permission de rentrer chez eux, mais le Khan refusait, affectionnant leur compagnie. L'opportunité se présenta enfin lorsqu'une princesse mongole, Kökëchin, dut être envoyée en Perse pour un mariage. Les routes terrestres étant trop dangereuses à cause des guerres, un voyage par mer fut décidé. Les polos, navigateurs expérimentés, furent chargés d'escorter la princesse à travers l'océan Indien. Ils quittèrent la Chine en 1291 avec une grande flotte de 14 navires et des centaines de personnes. Le voyage fut long et terrible, marqué par des tempêtes violentes et des maladies. Ils firent escale à Sumatra, où Marco vit des rhinocéros qu'il prit pour des licornes. Ils attendirent des mois que les vents de mousson changent pour pouvoir traverser l'océan. Puis ils naviguèrent vers Ceylan et la côte de l'Inde, découvrant les pêcheries de perles. De la grande flotte initiale, seuls quelques navires et une poignée de survivants arrivèrent en Perse. La princesse Kökëchin était saine et sauve, et les polos avaient rempli leur mission avec loyauté. Après avoir laissé la princesse, ils apprirent la mort du Kublai Khan, ce qui les libéra de toute obligation de retour. Ils entamèrent alors la dernière étape de leur voyage vers Venise, traversant des terres familières mais changées. En 1295, après 24 ans d'absence, 3 étrangers aux vêtements en lambeaux frappèrent à la porte de la maison Polo. Leurs proches ne les reconnurent pas et refusèrent d'abord de croire qu'il s'agissait de Marco, Niccolo et Maffeo. Pour prouver leur identité, ils organisèrent un grand banquet et déchirèrent les coutures de leurs vieux manteaux pompons. Des cascades de rubis, d'émeraudes et de diamants se déversèrent sur la table, éblouissant l'assemblée ou assemblée. Venise finit par célébrer le retour de ses fils prodigues, devenus immensément riches. Cependant, la vie de Marco ne devait pas rester paisible longtemps, car la guerre éclata entre Venise et Gênes. Marco arma une galère et partit au combat pour défendre sa patrie. Lors de la bataille de Curzola, il fut capturé par les Génois et jeté en prison. C'est dans sa cellule qu'il fit la rencontre de Rustichello de Pise, un écrivain de romans de chevalerie. Pour passer le temps, Marco commença à dicter ses souvenirs de voyage à son compagnon d'infortune. Il raconta les déserts infinis, les palais d'or, les animaux étranges et la puissance du grand Khan. Le livre qui en résulta, intitulé Le devisement du monde ou Le livre des merveilles, devint un best-seller de l'époque. Beaucoup de lecteurs crurent que c'était une œuvre de pure fiction, tant les faits rapportés semblaient incroyables. On surnomma Marco il Millione, le million, car il parlait toujours de millions de revenus et de millions d'âmes. Libéré de prison, Marco retourna à Venise où il vécut le reste de sa vie en marchand prospère. Mais son livre continua de circuler, copié et traduit dans toutes les langues d'Europe. Il alluma l'imagination de générations d'explorateurs et de cartographes. Sur son lit de mort, en 1324, ses amis le supplièrent d'avouer qu'il avait tout inventé. Marco Polo leur répondit simplement « Je n'ai pas écrit la moitié de ce que j'ai vu ». Son héritage changea à jamais la vision du monde qu'avaient les Européens. Il avait jeté un pont entre l'Orient et l'Occident, ouvrant la voie à l'ère des grandes découvertes. Les descriptions précises de la route de la soie restèrent une référence pendant des siècles. Aujourd'hui encore, le nom de Marco Polo est synonyme d'aventure et de découverte. Son récit nous rappelle que le monde est vaste, divers et rempli de merveilles qui dépassent l'imagination. L'histoire de ce marchand vénitien continue d'inspirer ceux qui rêvent de voir ce qui se cache au-delà de l'horizon. Ainsi s'achève l'épopée de Marco Polo, le voyageur qui a agrandi le monde. Des canaux de Venise à la cour du Grand Khan, son chemin fut celui de la curiosité et du courage.
Chaque pas qu'il fit sur la route de la soie tissa un lien invisible entre les civilisations. Les mystères de l'Asie, jadis légendes effrayantes, devinrent des réalités fascinantes grâce à lui. Le poivre, la cannelle, le gingembre et la soie devinrent plus que des marchandises, des fragments d'un autre monde. Il nous a enseigné que l'inconnu n'est pas à craindre, mais à explorer. Marco Polo n'était pas un conquérant, mais un témoin, un observateur attentif de l'humanité. Ces mots ont survécu aux empires, aux guerres et au temps lui-même. Dans chaque récit de voyageur moderne, il y a une étincelle de l'esprit de Marco Polo. Il reste à jamais le guide éternel vers les terres du soleil levant. Que son histoire soit lue et relue, pour ne jamais oublier la soif de découverte. Car tant qu'il y aura des horizons inexplorés, l'esprit de Marco Polo vivra point. Fin de l'histoire de Marco Polo, le plus grand voyageur du Moyen Âge.